Ah, c'était petit, hein. Pourtant c'est que le premier jour. Hein. Allez, vous allez bien? Ça fait du bien, ça fait du bien. Donc bonjour à tous, Estelle Landry, je serai votre maître de cérémonie ce matin. Désolée pour ma voix, elle a eu peur aussi ce matin, donc elle n'est pas très bien arrivée encore. Vous allez voir aujourd'hui, et ce matin en particulier, une aventure à la façon Colombo 2.0. On va dire qu'aujourd'hui, les détectives, ils n'ont plus de loupe et plus trop d'impairs. Ils sont plutôt avec une petite IA dans la poche et des algos sous le bras. On se croirait presque dans un Netflix sur les serial killers. Je pars peut-être un peu trop loin, mais tout ça, ça fait penser à la liberté. Notre liberté par rapport à toutes les données qu'on laisse. Genre moi, si un vendredi, je vais acheter 4 pizzas parce que je suis toute seule et je me sens mal, j'ai pas envie qu'on me juge et qu'on sache ça de ma vie. À part peut-être si je prenais une pizza ananas, on est d'accord ça? Perso, je suis prête à vouloir savoir qui prend une ananas ici et de vous suivre dans la rue. Ouais, d'accord, vous assumez, d'accord, ben on se voit tout à l'heure. Pour cela, je reviens à nos speakers. On va avoir Antoine, directeur d'agence de Zenica, ancien développeur. Il repère les tendances comme Sherlock repère ses coupables. Et de notre côté, on va avoir Guillaume, le Gandalf de la donnée, qui a 20 ans de data dans les SI, tout ça. Et je suis sûre que lui a trouvé quelques anneaux magiques. Installez-vous bien et préparez-vous pour cette aventure entre le réel et l'irréel. Merci, applaudissez-les bien fort. Un grand merci Estelle pour cette intro. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour notre conférence sur la data dans la police. C'est le deuxième cycle de notre grande série qui ne fait que commencer sur la data dans la société. L'an dernier, on avait fait au DFS la data dans le journalisme. Et donc cette année, on s'est intéressé à la data dans la police. Donc voilà de quoi on va parler pendant 50 minutes. Donc moi, c'est Antoine Bonneau, comme l'a dit Estelle, directeur de l'agence de Zenica Nantes. Et voici moi, Guillaume. Je suis donc Guillaume Renaudin, directeur technique Data IA, aussi à l'agence de Nantes. Voilà, donc c'est parti pour 50 minutes avec vous. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Un peu d'histoire pour commencer. D'où vient finalement la data, les premières données qu'on a récupérées dans la police. Après, effectivement, il y a eu un tournant dans les années 2000 avec effectivement l'avènement du numérique. Hein, je pense que tout le monde le sait. On vous donnera quelques outils pour enquêter en 2024. Et puis, on parlera, pour finir, de la police du futur, avec une petite démo qui sera entrecoupée entre le thème 3 et le thème 4, si tout se passe bien. Voilà. Allez, c'est parti pour un peu d'histoire. C'est parti pour un petit peu d'histoire. Donc, on va revenir un peu en arrière. Déjà, on va vous introduire le titre de cette conférence, puisque si on regarde un peu du côté de Sir Arthur Conan Doyle et de Sherlock Holmes, on va se rendre compte assez vite, donc dès 1891, dans les premières nouvelles qui sont sorties dans un magazine qui s'appelait The Strand Magazine, que Sherlock Holmes évoque la data et notamment dans une nouvelle qui s'appelait Scandal in Bohemia, indique qu'on ne peut pas théoriser, on ne peut pas avoir de raisonnement sans data derrière, et donc du coup il va falloir qu'il s'en serve et qu'il s'imprègne de data pour faire ses enquêtes. Deuxième évocation dans The Adventure of the Copper of Beaches, où en gros il dit qu'il ne peut pas construire de briques sans argile, et en fait la data est l'argile de tous ces raisonnements. Si on écoute Aurélie Jean dans un des blogs qui a été commandé par Sciences Po, Aurélie Jean, c'est une chercheuse et entrepreneuse française qui est assez connue, notamment dans le domaine de l'algorithmie, puisque c'est là où elle excelle. Elle dit qu'à l'heure aujourd'hui de la désinformation, il est hyper important d'avoir un raisonnement très structuré. Et finalement, elle repose l'analyse de Sherlock Holmes sur sa capacité à avoir des analyses intuitives, mais aussi très scientifiques. Et donc, du coup, elle a introduit 4 piliers dans la démarche de Sherlock Holmes. Et ces piliers-là, il faut les avoir en tête, parce que dès qu'on a une enquête, ou même dès qu'on traite de la data, il est important de pouvoir avoir cette séquence. Donc, le premier pilier, c'est l'observation, l'observation de la scène de crime. On va en parler après, à la suite, avec des traces et ce genre de choses. C'est donc la data qu'on va acquérir lors de l'observation de cette scène de crime. On va aussi avoir la théorie. La data que l'on connaît, c'est la physique, sur lequel on va reposer un certain nombre de constats et de premières explications. Ensuite, on va effectuer de l'expérimentation aussi pour pouvoir valider des hypothèses et les mettre en conditions réelles. Et enfin, on va finir par le raisonnement. Donc le raisonnement, c'est la data que l'on va déduire
c'est la connaissance qu'on va acquérir et finalement ce qui va mener à la résolution de l'enquête. Alors les origines de la police scientifique et judiciaire remontent jusqu'au XVIIe siècle. Dans les années 1600, au milieu du XVIIe siècle, Posiakas invente la jurisprudence médicale. C'est les premières fois que l'on a des autopsies qui vont analyser les circonstances d'un crime, déterminer l'arme du crime et pouvoir émettre les premières hypothèses de manière scientifique. En 1882, on a la création du bureau d'identification criminelle par Alphonse Bertillon, on va en reparler juste après, qui a inventé une technique assez célèbre. Puis en 1907, c'est la création de la police judiciaire. Cette création de la police judiciaire va s'accompagner en 1910 du premier laboratoire scientifique au monde qui a été créé par Edmond Locard. Edmond Locard, dont la théorie c'était qu'il fallait faire communiquer les polices internationales entre elles. C'est pour ça que lors d'une conférence à Vienne qui regroupait 20 pays, a été créé en 1923 Interpol, que vous connaissez probablement tous, qui est donc cette organisation internationale qui permet de faire collaborer toutes les polices du monde. Il faut savoir que le siège d'Interpol est à Lyon, de même que le premier laboratoire scientifique au monde, puisque Edmond Locard est originaire de Lyon. Alors, je vous parlais d'Alphonse Bertillon. On va donc vous expliquer un peu la méthode qu'il a créée, qui s'appelle aujourd'hui le bertillonnage, qui a été en vigueur jusque dans les années 1960, y compris aux États-Unis. C'est une méthode d'identification et de recoupement d'informations qui permet, lorsque l'on arrête un suspect, d'avoir des informations plus complémentaires que juste l'état civil. Donc on va y trouver la forme du visage, le type de la personne, l'ethnie de la personne. On va trouver des choses comme la longueur du nez, l'écartement entre les oreilles, entre les yeux, voilà. Tout va être noté. Et en fait, c'est le premier fichier criminel qui va servir à la police à pouvoir recouper des éléments et retrouver des suspects. Il faut savoir que jusqu'en 1832, un criminel était marqué au fer rouge, et ça s'est terminé en 1832. On a aboli ce principe-là, mais du coup, il a fallu retrouver les criminels par d'autres biais que juste la marque au fer rouge. Et donc, c'est grâce à cette méthode-là, qui va être complétée dans les années qui ont suivi par une méthode qui vient d'Angleterre, qui s'appelle la dactyloscopie, et qui est donc en fait le relevé d'empreintes et la comparaison d'empreintes digitales. Tout à fait. Et Bertillon est aussi connu pour avoir répertorié plus d'une centaine de traces d'oreilles. En fait, il a identifié... Oui, tout à fait, monsieur. Il a identifié... en fait, ils ont récupéré des traces sur des portes. Les cambrioleurs écoutaient aux portes pour savoir s'il y avait quelqu'un dans l'appartement ou dans la maison. Et en fait, il a détaillé une centaine de traces d'oreilles. Donc, il est devenu spécialiste de cette discipline. Et en tout cas, beaucoup de Français sont à l'origine, finalement, de... la police scientifique, de la donnée finalement et des traces qu'on retrouve sur les scènes de crime. On vous a rappelé très rapidement les étapes d'une enquête criminelle. C'est vrai qu'on entend souvent des mots à la radio, à la télé, on ne sait pas trop ce que c'est une commission rogatoire. Nous non plus, on ne le savait pas. Donc on vous l'a mis. En gros, une enquête, effectivement, ça commence par soit une plainte, soit une flagrance, ou alors un soupçon que peut avoir la police sur un individu, une entreprise. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est sous l'égide du procureur de la République, qui est un magistrat qui représente l'État. Et en fait, au moment où une information judiciaire est ouverte, eh bien, là, on passe avec un juge d'instruction. C'est souvent les juges qu'on voit dans les films ou dans les séries. Le juge d'instruction, c'est vraiment le super enquêteur qui peut décider d'aller chercher une écoute, une interrogation, une garde à vue, etc., etc. Donc c'est vraiment lui le super enquêteur de l'enquête. Et il peut déléguer son pouvoir à un policier d'office judiciaire. Donc c'est ce qu'on appelle une commission rogatoire. Voilà pour les étapes d'une enquête rapide. Guillaume en a parlé tout à l'heure rapidement, le principe de Locard. Donc Locard, un médecin français, qui a défini il y a une centaine d'années que finalement, chaque individu, quel que soit l'endroit où il va, laisse des traces et en récupère aussi. Donc il a vraiment défini ce principe-là qui est toujours d'actualité. Et finalement, ce qui est assez marrant de voir, c'est que même avec le numérique, ce principe est toujours aussi d'actualité. On laisse toujours des traces où on va. Donc ce qu'il disait, c'est lui qui a vraiment professionnalisé, on va dire, la récupération des indices, des traces et de la donnée donc, sur une scène de crime, en expliquant que le criminel a forcément laissé quelque chose qui lui appartient sur la scène du crime.
Oui, tout à fait. Donc le Eh ben, criminel, justement, laisse Justement. des traces et des indices. C'est ça, donc ça alors il y a des laboratoires privés et publics qui vont s'occuper de l'analyse des traces, donc c'est la donnée dans la police, on parle de traces. Et effectivement, il y en a toutes sortes de traces, donc celles laissées par l'individu, papillaires, c'est tout ce qui est lié à la peau, donc les pieds, les mains, et puis il y a différentes traces, que ce soit liées à l'environnement, les végétaux, les insectes. Il y a certaines affaires qui ont été résolues grâce à des insectes qui étaient retrouvés sur un cadavre, et donc on pouvait dater la mort de la personne. Pareil, il y a toute une discipline sur les pollens. Il y a plein de grains de pollen qui existent différents. Donc il y a des pollens qui ont été retrouvés dans une narine d'une victime. Pareil, ils ont réussi à faire le lien avec un autre endroit finalement, et donc recouper différentes infos. Donc voilà l'ensemble des traces. Et puis les traces. Alors oui, c'est ce qu'on appelle les sciences forensiques. C'est globalement tout ça est regroupé sous ce mot-là. Donc il y a des spécialistes sur chaque discipline. Et puis donc les traces numériques, on en parlera juste après. Oui, tout à fait. Ce qu'on observe, c'est que jusque dans les années 60-70, il y a les méthodes qui sont utilisées, qu'on vous a parlé, le bertillonnage, les principes de Locard, etc. À partir des années 2000, on va observer un tournant. Ce tournant, il nous concerne tous, puisque c'est la révolution numérique qui va reposer sur 3 piliers et qui vont être essentiels pour l'enquêteur, puisqu'il va lui apporter des nouvelles pistes et des nouvelles possibilités de récupérer des preuves, mais aussi des nouveaux terrains de jeu pour les criminels. Et donc, il va aussi falloir se former à ces différentes techniques. Donc on va noter dans la partie Internet, à partir de 1994, disponible au grand public, dans lequel on reviendra dans le futur. Il y a quelques notions à savoir sur la traçabilité. On a aussi tout l'avènement du GPS, en 2000, enfin plus globalement de tous les systèmes de géolocalisation. Et puis on a bien sûr la téléphonie mobile. Alors on vous a mis l'année 2003, c'est à peu près l'apparition de la 3G, parce que c'est à partir de ce moment-là où on a énormément de données. On n'a pas que de la géolocalisation par les cellules du réseau, mais on a aussi le principe de smartphone qui arrive avec des recoupements possibles, avec du Wi-Fi, avec des activités. On a même réussi à géolocaliser des gens alors qu'ils étaient hors réseau, simplement grâce au profil d'utilisation des batteries, qui permet, par des manières prédictives, de savoir à quelle distance on pouvait être d'une antenne relais depuis le matin où on est parti de chez soi. Le système de géolocalisation, donc du coup aujourd'hui, on les connaît tous, il y a le GPS, en Europe il y a Galileo maintenant qui est beaucoup plus précis. Il va permettre, suivant l'argent que vous y mettez et le système que vous utilisez, il va permettre d'avoir une précision de l'ordre de 10 mètres à quelques centimètres, 20 centimètres dans les cas les plus précis. On sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 80% des Américains et des Chinois qui sont géolocalisables grâce à un appareil dont ils disposent sur eux. On n'a pas trouvé les chiffres en France. Il faut savoir quand même qu'en France, on a eu, et tant mieux, des protections pour éviter que tout à chacun puisse vous tracer. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un appareil de géolocalisation que vous êtes géolocalisable en permanence. Il y a aussi d'autres outils qui vont vous permettre de vous suivre. Donc là, j'en ai parlé, il y a tout ce qui est antenne relais des équipements mobiles, il y a le Wi-Fi, on a aussi tout ce qui est Bluetooth, avec les AirTags par exemple. Aujourd'hui, Apple et Google, c'est assez notable, se sont associés pour définir une norme commune, un standard commun, pour que vous puissiez avoir des notifications lorsque vous êtes traqué par un appareil de type AirTag. Il y a une attaque qui permet de suivre quelqu'un, qui consiste à mettre un AirTag pas loin du téléphone, dans des bagages. Et du coup, en permanence, le AirTag, via le Bluetooth, va communiquer avec le device. Et grâce à cette norme, vous allez pouvoir recevoir une notification qui vous dit « Attention, vous avez un appareil que vous n'avez pas associé, qui est en train de vous tracer en permanence, parce que ça fait plusieurs fois qu'il essaie de communiquer en Bluetooth avec moi. » Donc voilà, c'est ce genre de choses. On a les puces RFID, on en reviendra après. On parle aussi des plaques d'immatriculation, on en parle à la fin de la conférence. Le géofencing, c'est ce qui est utilisé notamment pour les bracelets électroniques, mais pas que. On peut suivre quelqu'un en définissant un seuil d'alerte dès qu'il passe une certaine position géographique. Et puis on parlait de data à récupérer pour les traces.
Il y a Sentinel Hub qui repose sur une data source open qui est liée à Copernicus, qui est un programme d'étude de la Terre et on va dire, de l'environnement de la Terre, qui va permettre aussi d'étudier le dérèglement climatique, par exemple. Va vous permettre d'avoir des cartographies, par exemple, de constitution du sol d'une partie d'une carte, pour savoir si, justement, quelqu'un qui a marché et donc des traces de boue qui ont été retrouvées sous une semelle proviennent de tel ou tel lieu. Voilà, donc si jamais vous voulez regarder un peu plus, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de cartes avec différentes topographies dessus. Juste pour aller très vite sur la partie Internet, ce que vous connaissez probablement tous, pas mal de ces outils de tracking, hein, les cookies, on a parlé avec Adopi, tout le monde connaît le principe de tracking par IP. Ce qui est peut-être un peu moins connu et qui est beaucoup utilisé, notamment par le marketing, c'est les empreintes numériques que vous pouvez laisser, qui sont en fait des dénominateurs communs que vous pouvez avoir à d'autres personnes. Vous avez ce site qui s'appelle amyunique.com qui va vous permettre de savoir à quel point, sans l'IP, on peut vous retrouver sur Internet. Alors, je n'ai pas pris l'ensemble de tous les marqueurs qui existent. J'en ai mis juste certains pour que vous compreniez bien quelle est la problématique. Le plus courant, celui qu'on connaît tous, c'est le user agent. Moi, mon user agent, il permet de me reconnaître parmi 0,03% des internautes. Ça reste relativement peu. Mais une autre chose que vous ne savez pas, c'est que, par exemple, on peut utiliser la taille réelle de votre écran, la taille réelle qui est affichée, dans laquelle la page est affichée. En fonction du nombre de barres d'extension de la configuration de votre navigateur, cette taille, elle va être complètement différente d'une personne à l'autre. Là encore, vous voyez en bas qu'on est en dessous de 0%. Et là où on devient encore plus précis, c'est sur les appareils médias. Le type de casque avec lequel vous faites des visios, le type de webcam que vous utilisez, le type d'enceinte que vous avez connecté. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être envoyées par votre navigateur aux différents sites que vous rencontrez et qui permettent de vous identifier en recoupant toutes ces informations, parfois de manière très précise. Voilà, donc le petit message ici, c'est que ne croyez pas que être derrière un VPN vous rend complètement anonyme. Ces techniques-là permettent notamment aux équipes marketing de vous suivre et de vous profiler. Dernière chose, sur le smartphone, on en a parlé, il y a le tracking web, géolocalisation. Il y a les assistants vocaux, je ne vais pas revenir trop dessus, mais forcément, à un moment donné, ils vous écoutent, juste pour écouter au moins le mot-clé qui va les déclencher. Donc il y a une écoute en permanence, même si l'ensemble des données ne sont pas envoyées sur les services web, parce que ça ferait une masse énorme à l'heure actuelle. Et puis, on avait commencé à la préparation à parler du spyware Pegasus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui a été développé par les services secrets israéliens, et puis qui leur a un peu échappé et qui a été utilisé pour suivre des personnalités publiques, notamment des dirigeants, et donc qui a été utilisé pour récupérer de l'information confidentielle. On s'est dit, bon, on s'écarte un petit peu de l'enquête policière, parce que en fait, ça c'est utilisé par des criminels ou par des États, c'est pas vraiment utilisé par la police. Il faut savoir que le 7 juin 2023, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, a proposé une loi, dans le cadre de la loi d'orientation de la justice, dans lequel, dans certaines conditions, on pouvait activer le téléphone à distance, vocalement, la vidéo, le tracking, sans le consentement de la personne. Alors, il fallait aller voir un juge, faire une commission de rogation, une commission rogatoire, pardon, mais il fallait quand même le faire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le Conseil constitutionnel, en novembre 2023, a annulé cette disposition dans la loi, la jugeant anticonstitutionnelle. Donc, vous voyez, on a encore des garde-fous, heureusement. Atteinte aux libertés privées, mais c'est vrai que les outils d'aujourd'hui permettent finalement de faire beaucoup de choses, de nous suivre. Donc après, tout ça, c'est aujourd'hui encadré par la loi. Et heureusement, encore, tout n'est pas activé, on va dire. Tout à fait. Alors les outils en 2024, il y a plusieurs outils utilisés par la police, notamment effectivement les fichiers. Tout à fait. Donc les fichiers, oui, vous avez plusieurs bases de renseignements qui existent. Vous avez par exemple le fichier automatisé des empreintes digitales, dans lequel il y a plus de 6 millions de personnes qui sont dans ce fichier-là. On a encore 300 000 traces, je crois, qui ne sont pas associées à des personnes dans ce fichier. Ouais, vous avez à la fois des personnes, des empreintes qui ont été prises sur une enquête, sur un délit,
et à la fois des gens qui ont été appréhendés ou dont on a la trace, et aussi 300 000 traces aujourd'hui qui n'ont pas trouvé preneur, entre guillemets. Donc il y a les deux types dans le fichier. Vous avez le pendant avec le FNAEG, qui est donc le même type de fichier, mais pour les empreintes génétiques. On a à peu près 5 millions de personnes. On a aussi le FPR, donc le fichier des personnes recherchées. Notamment le plus connu, la sous-partie la plus connue qui a été énormément médiatisée, c'est le fameux fichier S. Voilà, ce FPR, il contient 30 000 personnes. Il stocke des informations pendant 2 ans maximum. Après, ça peut être renouvelé, mais il faut qu'il y ait une procédure de renouvellement qui soit engagée. Et puis, on a 2 autres fichiers qui peuvent vous concerner parce qu'ils sont énormément remplis et valorisés. On a le traitement des antécédents judiciaires. Donc, ce n'est pas parce que vous avez commis un crime que vous êtes dans ce fichier-là, c'est aussi parce que vous pouvez être victime d'un crime. Il y a 19 millions de fiches de personnes dedans, donc voilà, ça fait presque un Français sur 3. Alors, pas forcément que des Français de nationalité, mais ça fait quand même beaucoup de personnes. Et puis, vous avez le titre électronique sécurisé. Quiconque a un passeport biométrique ou une carte d'identité biométrique maintenant est dans ce fichier-là. À terme, il y aura plus de 60 millions de personnes qui seront dans ce fichier. Bon, là, on a répertorié que les fichiers où, justement, il y a les individus. Il faut savoir que les 2 premiers, en fait, si, par exemple, vous allez appeler la police pour un cambriolage, ils vont prendre toutes les empreintes, dont les vôtres, pour vérifier que ce n'est pas vous qui avez... Enfin, il y aura forcément votre empreinte sur votre voiture. Vous n'allez pas rentrer dans le fichier FAED. Ce n'est pas automatique. Et puis, globalement, la durée, c'est entre 10 et 25 ans. S'il n'y a pas eu de délit, en fait, la loi européenne a imposé qu'au bout de 25 ans, les empreintes soient sorties du fichier. Tout à fait. Ces fichiers sont de manière très précise observés par la Quadrature du Net, notamment parce que le TAJ a une fonctionnalité dont ne dispose pas le TESS, qui est la capacité à fournir une photo et à faire de la reconnaissance automatisée dans le système des TAJ. Et c'est pour ça que, dans les manifestations, parfois, il est possible que si vous allez à une manifestation, qu'il y a 2 sommations qui sont dites par les policiers, que vous êtes encore sur place, ce qui arrive à la plupart des gens, vous soyez pris en photo et qu'automatiquement, vous soyez dans le TAJ. Ce qu'un policier peut faire, parce qu'il n'y a rien qui l'empêche légalement, c'est juste techniquement, il peut très bien aller chercher s'il a des doutes ou si à un moment donné, vous êtes... pour une autre raison, sous le coup d'une enquête, aller dans le fichier de test, récupérer votre photo de carte d'identité, la mettre dans le TAJ et faire une reconnaissance automatique et savoir que vous étiez à telle ou telle manifestation, tel événement. Donc là, c'est pour ça que ça intéresse beaucoup la Quadrature du Net. Bon, ça, c'est la théorie selon les manifestants. Et donc la théorie selon la police, c'est qu'il n'y a aucun problème. Non, mais il faut en être conscient, il ne faut pas non plus avoir peur de tout ça. Il y a quand même une loi, il y a un cadre. Accéder à des données, c'est pas si simple, il faut que ce soit validé. Il y a énormément d'enquêtes où il y a eu un vice de procédure, hein, donc les enquêteurs sont très vigilants aussi sur la façon dont ils récupèrent la data, comme nous, informaticiens évidemment. Donc voilà, on vous apporte les deux visions aussi du sujet. Good cop, bad cop, ah non, c'est la même. C'est ça. Alors vu qu'on rajoute toujours plein de choses dans le code, on a trouvé ça hier. Non, c'est les 19 bases de données d'Interpol, juste très rapidement pour vous montrer à quel point c'est dense et c'est très utilisé. On a quand même 20 millions de recherches par jour. Aujourd'hui, DuckDuckGo, qui représente à peu près 3% des recherches Internet, c'est 100 millions. C'est juste 5 fois plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est notable. Cette base de données Interpol est énormément sollicitée et très bien remplie. On est dans les temps, je crois. Quelques outils utilisés par la police. Alors il y a effectivement, on a pu interroger des policiers. Bon, il y a vraiment un secret par rapport à ça, donc on a pu se renseigner aussi par rapport à ce qu'on connaissait. Et puis, différents bouquins ou vidéos qu'on vous partagera. Anacrim, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, ça a permis de résoudre quelques enquêtes, en tout cas de faire avancer quelques enquêtes. C'est notamment utilisé pour le petit Émile récemment. En fait, Anacrim, ça vient de l'ANACAPA, qui est un bureau d'études américain en 70, qui a défini une méthode finalement de collecte de données. Et eux, leur méthode, c'est comment on peut traiter, on l'a vu à travers les quelques exemples qu'on vous a donnés, des milliers de données finalement, et d'essayer de retrouver des relations, des corrélations. Donc Anacrim sert à ça.
La méthode Anacrim sert à ça. Et finalement, IBM a racheté un outil qui s'appelle i2. Et donc, usuellement, on va dire qu'Anacrim, c'est le logiciel, mais en fait, à la base, c'est la méthode. Donc, Anacrim sert finalement à mettre en relation des corrélations qu'on n'aurait peut-être pas vues à l'œil nu. Et comme ils disent aussi, c'est qu'une enquête qui dure 15 ans, vous allez avoir plusieurs personnes, finalement, qui vont passer sur l'enquête, forcément à travers le temps. Donc ça permet aussi de visualiser des chronologies, de voir rapidement finalement des choses qui ne marchent pas. Chavvision, c'est un groupe qui date de 2019, donc c'est assez récent, qui s'est monté sur plein de rachats de ce qu'on a pu voir. Donc il y a énormément d'outils, on en parlera tout à l'heure. Et puis on a fait un petit focus sur Edicia, qui est une société nantaise, qui elle se focus sur le côté Smart City, suivre les incidents remontés, les incivilités et autres. Les communes, les municipalités peuvent avoir accès à tout ça. On vous en parlait, donc du coup, Chavvision propose un certain nombre d'outils qui sont généralement associés à ce qu'on appelle l'OSINT, donc l'analyse de sciences ouvertes. L'investigation numérique passe par 2 étapes grâce à cet outil. D'abord la collecte, donc on va avoir des collecteurs de moteurs de recherche et de réseaux sociaux. Dans la démo, on vous montrera un autre outil qui permet aussi de faire ce genre de choses. Ce qui est important de savoir, et ce qui est la plus-value de Allint, c'est qu'il permet aussi d'aller sur le dark web et de récupérer des informations liées aux fuites de données. Et puis il y a une seconde partie après la collecte qui est la partie analyse. Donc il y a un moteur de data analyse à l'intérieur, de data mining, qui permet de faire de l'exploration de données, des explorations statistiques, des explorations explicatives, etc. Et puis aussi, chose remarquable, c'est qu'ils ont intégré un moteur d'IA, donc du NLP, pour permettre de faire des enquêtes sur du texte, une analyse sémantique par exemple, sur des posts, LinkedIn, Twitter, ce genre de choses. Oui, on vous a mis quelques exemples grand public. Je ne sais pas, PMISE est ressorti il n'y a pas longtemps, car un journaliste allemand a eu la bonne idée de mettre la photo d'une militante qui était accusée d'un crime dans les années 70 dans PMISE. Et en fait, le logiciel qui est accessible, gratuit, j'ai mis ma tête, j'ai pas payé, et bien finalement nous a ressorti, a identifié certaines personnes. Donc là, je suis assez quand même bluffé de l'outil, parce que la vidéo en bas à droite, on me reconnaît à peine, mais c'est bien moi. Je ne sais même pas où il l'a trouvé en fait. Après, il faut payer si vous voulez voir où il l'a trouvé, évidemment. Mais voilà, je vous invite à aller voir. Alors l'idée, c'est de mettre votre tête. Pas celle de votre collègue. Vous vous engagez. J'en connais certains. Lorsque vous mettez une photo sur PMISE, vous vous engagez à ce que vous ayez les droits d'utiliser la photo, etc. Enfin, c'est clairement. Et puis j'ai mis le monsieur à droite, c'est pas moi à droite là, parce qu'il m'a quand même sorti cette tête aussi en disant que c'était moi. Donc c'est aussi pour dire que la donnée n'est pas toujours vraie. Aucune ressemblance. Aucune ressemblance. J'ai pas l'impression, mais on a mis vite fait en bas Clearview AI, qui a fait le buzz aussi, pareil, il y a 1 ou 2 ans. Eux, ils ont aspiré 4 milliards de photos, je crois, sur tous les sites, les réseaux. Globalement, le même principe que PMISE, mais un petit peu plus puissant. Et la police, clairement, aux États-Unis, utilise Clearview et ils arrivent à identifier, en fait, sur une base de données quelque part publique, des criminels très, très rapidement. Ça a été empêché en Europe. Ouais, donc ils ne peuvent pas s'implanter aujourd'hui en Europe. Voilà, et puis on vous a mis l'exemple de Sissi Moore, qui travaille chez Parabon Nanolabs. Elle a mis en place une technique un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'elle avait un ami qui était policier, et ils ont trouvé des traces sur donc avec de l'ADN sur une scène de crime, et la personne n'existait pas dans le fichier. Et en fait, elle a eu l'idée d'envoyer, en discutant avec lui, elle lui a dit, écoute, on peut envoyer l'ADN sur des sites publics, comme fait Parabon, il y a MyHeritage, ou ce qu'on appelle les kits ADN récréatifs, alors qui sont interdits maintenant en France, mais vous pouvez envoyer votre ADN et puis connaître vos origines, etc. etc. Donc elle a fait ça, et en fait, elle s'est rendue compte, en faisant ça, que dans le matching, finalement, l'ADN inconnu, dans la base, il y avait un cousin, il y avait des cousins à plus ou moins de degrés. Donc en fait, son métier, c'est de remonter et de recréer l'arbre généalogique des cousins connus pour finalement redescendre sur le criminel.
Alors encore une fois, c'est pas parce que la trace de la personne était sur la scène de crime que c'était forcément lui, mais du coup ça a fait avancer pas mal l'enquête. Et ils sont arrivés à une centaine de crimes résolus grâce à elle et cette technique-là. Et en France, on a la technique de l'ADN de parentel. C'est pareil, il y a une affaire Élodie Kulik, je ne sais pas si ça vous parle, une banquière qui est morte dans des conditions assez atroces en 2002. Et pour les 10 ans de sa mort, il y a un policier qui a eu l'idée de se dire mais tiens, on avait de l'ADN, on n'a jamais réussi à le faire matcher dans le fichier qu'on a. Et il s'est dit, je vais peut-être pas tout prendre, je vais en prendre peut-être que 50%, voir s'il n'y a pas des parents finalement qui ressortent dans le fichier. Donc ça, il se dit ça au mois de juin, le temps de convaincre les magistrats, de voir si la loi le permet, etc., etc. Finalement, en janvier ou février, il a pu le faire. Et donc, il y a 118 personnes qui sont remontées dans la base, dont le premier qui avait 18... alors j'étais nul en SVT, mais 18 allèles correspondantes, j'imagine. Et il se trouve que la personne dans la base, c'était son père, le père de la personne dont on avait retrouvé les traces. Je ne sais pas si tout le monde suit, là, il est 10h30, c'est bon. Enfin voilà, l'ADN de parentel qui a permis finalement de résoudre aussi maintenant pas mal de crimes. Tout à fait. Alors maintenant, voilà le moment de la démo. Mais avant, il faut que je vous introduise un peu le contexte de la démo. Moi, je suis arrivé chez Zenica en 2019, fin 2019, et quand je suis arrivé chez Zenica, il y avait des discussions un peu bizarres. Je suis tombé par hasard sur une discussion sur un collègue qui aurait eu un problème au cours de l'année, qui s'appelle Maxime Bouchard, et qui aurait reçu un virus. Alors, il travaillait un peu dans la cyber, etc., donc il s'est dit, tiens, je vais essayer d'analyser le virus, il s'est mis en sandbox. Et il a regardé ce que le virus faisait, sauf que en fait, ce virus n'attaquait pas seulement les ordinateurs, mais aussi le côté neurologique du cerveau. Et par la suite, il y a eu quelques problèmes. Et donc, on a un peu perdu sa trace. Et puis, souvenez-vous, hein, fin 2019, début 2020, qu'est-ce qui se passe? Le Covid, on se retrouve confiné, isolé. Et finalement, les discussions passent à autre chose. Jusqu'à très récemment, Stéphane, ici présent, qui nous a fait notre stand, a commencé à ressortir des vieilles affaires, des affaires sordides de numérique, dont l'affaire de Maxime. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je n'avais pas halluciné, il y avait quand même bien un collègue qui s'appelait Maxime Bouchard. Donc du coup, je me suis dit, ça tombe bien, j'ai besoin de faire une démo sur une enquête policière, ou en tout cas une enquête sur une personne. Donc, on va commencer cette enquête. Je vais vous montrer un peu comment je l'ai réalisée. Donc j'ai utilisé un outil qui s'appelle OSINT Tracker. Dans OSINT Tracker, vous avez le principe d'investigation et de ressources. Les ressources, ça va être des outils que vous allez pouvoir utiliser pour aller chercher des informations complémentaires. Beaucoup de ces ressources sont en fait des Google Docs qui sont masqués. Donc, Google Docs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité d'aller affiner une recherche Google en utilisant des mots-clés. Par exemple, vous pouvez dire, en fait, je veux rechercher que sur ce site internet précis, je veux rechercher que ce type de fichier. Voilà, et donc du coup, il y a beaucoup de choses. Ça existe aussi sur Bing. Et ils ont packagé ces ressources-là, enfin ces docs-là, au sein de ressources utilisables. Et puis, vous allez voir, il y a aussi des ressources en Python, souvent, qui vont vous permettre de faire d'autres choses à l'extérieur. Alors, je ne savais pas trop où partir. Je me suis dit, je vais partir d'Antoine, directeur de l'agence. Donc, j'ai mis Antoine Bonneau dans le dispositif. Et puis, j'ai essayé d'accéder à une ressource. Alors, j'en ai créé une qui s'appelle Find Twitter. Je me suis dit, est-ce que Antoine Bonneau a un compte Twitter? Donc, je clique dessus et là, automatiquement, ça utilise un Google Docs. Oui, effectivement, Antoine Bonneau a un compte Twitter et son username s'appelle Call Me Goodwater. OK, très bien. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai un outil qui s'appelle, donc je regarde dans la liste des ressources, j'ai un outil qui s'appelle Sherlock, ça tombe bien, c'est le titre de la conf. Sherlock Call Me Goodwater va me sortir en fait la liste de toutes les occurrences qu'il va trouver dans différents réseaux sociaux. Donc je ne vais pas vous le faire tourner en entier, ça peut prendre quelques minutes, mais j'ai trouvé qu'il avait un compte LinkedIn. J'en ai profité aussi pour associer, alors ça bouge tout le temps par contre, ça c'est le problème des outils open source, on cherche des UX à chaque fois pour nous aider. Petit message subliminal. Et donc du coup j'ai mis Zenica, j'ai mis le LinkedIn. Bon, le LinkedIn ne m'a pas donné grand chose, il est assez clean visiblement, Antoine Bonneau. J'ai regardé aussi le GitHub.
Bon, GitHub, pas énormément d'activités, mais quand même, hein, un GitHub pour un directeur d'agence, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis rapidement, j'étais un peu bloqué, jusqu'à un moment où j'ai trouvé que grâce à LinkedIn, on peut utiliser un outil qui s'appelle Crosslinked. Donc voilà, hop, on va nettoyer tout ça. Hop. Crosslink, il permet de déconstruire, en fait, d'aller chercher sur Internet des adresses email des entreprises. Donc nous, on n'a pas fait très original chez Zenica. Notre adresse email, c'est constitué par nom, prénom. Si vous voulez nous retrouver, ce sera très facile. Et donc du coup, je le lance. Et là, ça va vous sortir, en fait, en utilisant toujours des Google Docs, des bases de données. Donc on a une, pareil, hein, je vais l'arrêter. On a une base de données qui sort sous forme de fichier CSV. Et là, je fais une recherche sur Maxime Bouchard. Bingo, je le trouve. Et je retrouve son profil LinkedIn. Je ne vous mens pas, il est là. Donc je regarde, bah oui, effectivement, il est là depuis plus de 7 ans. Il n'existe plus personne n'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, bon, alors du coup, maintenant, j'ai quelques informations personnelles sur lui. Je vais aller faire une recherche croisée dans notre SIRH. Et puis, cette recherche croisée, elle m'a donné un numéro de téléphone, là. 17 18 24. Alors il y a plein d'outils pour tester le format des numéros, etc. aussi, que vous avez à disposition. Voilà, vous voyez bien que c'est un format pas valide, donc je ne sais absolument pas sur quel téléphone ou sur quoi ça pourrait marcher. Mais en tout cas, sachez que si vous avez besoin de m'aider, je peux mettre à disposition les fichiers. Alors, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que c'est un outil de Zint en open source. Toute l'interface que vous voyez, c'est une interface web, c'est un outil en SaaS. Par contre, la data reste sur votre ordinateur. Vous voyez, il y a quand même des informations personnelles sensibles. Donc du coup, il ne faudrait pas que ça se retrouve. Donc c'est pareil, si vous voulez le fichier, on peut se le partager, mais pas sur GitHub en public, ça serait plutôt pas mal. Voilà pour la démo. On peut continuer et finir par vous parler de la police du futur. Alors, police du futur. Oui, tout à fait. Alors la police du futur, on va d'abord vous parler de la police prédictive. Souvenez-vous de ce film, sorti en 2002, Minority Report, fait par Steven Spielberg, dans lequel il y avait des précogs qui prédisaient les crimes avant qu'ils arrivent, qui permettaient justement d'éviter d'avoir des victimes. On se dit, ouais, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera jamais, c'est Black Mirror, etc. Et bien ça tombe bien, en 2010, précog dans une version alors un peu plus numérique, parce qu'il n'y a pas des gens qui baignent dans des liquides avec des cerveaux branchés. Mais ils sortent un outil près de Paul, en Californie, à Los Angeles, qui permet de prédire là où il va y avoir des crimes, quel type de crime, et donc qui permet d'organiser les patrouilles des policiers. Ça a duré 9 ans. Puis au bout de 9 ans, ils ont fait le bilan. Alors ils l'ont fait au fur et à mesure, hein, mais au bout de 9 ans, ils ont décidé d'arrêter complètement cet outil-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était énormément biaisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour entraîner une intelligence artificielle, vous le savez, maintenant on n'arrête pas de le rabâcher, il faut de la data. Comment on obtient de la data? La data, pour savoir qu'il y a des crimes, c'est lorsqu'il y a eu des crimes et puis qu'il y a eu une présence policière. Or, il s'avère que depuis 20 ou 30 ans, la présence policière, elle est plus présente dans les banlieues, dans les régions où il y a moins d'argent, etc. Et donc, du coup, la majorité des crimes qui sont remontés sont dans ces endroits-là. Donc, on envoie les policiers dans ces endroits-là. Donc la data qui remonte vient de ces endroits-là. Et c'est un cercle vicieux qui fait que ces outils ne prédisent en aucun cas la majorité des crimes, mais seulement les crimes qu'on avait déjà réussi à anticiper par la présence policière. Donc il y a un abandon de près de Paul et de pré-crime aussi aux États-Unis. En France, on est toujours un petit peu lent. Nous, on décide de s'y mettre en 2020. Et donc du coup, la ville de Montpellier utilise les premiers services de Map Revelation pour guider sa police et l'orienter vers des endroits, des patrouilles spécifiques. Donc effectivement, la prédiction, on l'a aussi à travers les premiers portraits robots ADN qui ont été faits par Parabon. Là, c'est l'exemple de Parabon, la société de Sisimour, pour ceux qui ont suivi. Et il y a aussi des entreprises françaises, des labos français qui commencent à travailler aussi sur ce thème-là. Donc ils arrivent aujourd'hui à détecter, grâce à l'ADN, certaines formes du visage, la couleur de peau, la couleur des yeux, les cheveux. Donc c'est en permanente, finalement, évolution. Et puis, en bas à droite, on a mis l'ADN environnemental. Ça date de 2021, donc c'est quand même très récent.
Et les scientifiques, finalement, vont prélever de l'eau dans une rivière et ils sont capables aujourd'hui de déterminer toutes les espèces qui sont passées plus ou moins longtemps à cet endroit. Et ils se sont rendus compte, en vérifiant notamment si des tortues revenaient pondre au même endroit, qu'en prélevant du sable, ils ont retrouvé de l'ADN humaine. Et ils se sont dit, mais en fait, du coup, on pourrait très bien aussi, sur une scène de crime, utiliser l'ADN environnemental, notamment de l'air également. Donc c'est encore expérimental. On n'a pas vu d'enquête qui était résolue grâce à ça. Mais en tout cas, c'est dans les cartons. L'open data, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. De l'open data, on trouvait ça intéressant que la police de Dallas, finalement, diffuse continuellement, toutes les 2 minutes, en fait, sur leur site web, vous pouvez y accéder. Vous avez les appels au 911. Donc c'est quand même, je trouve, moi, quelque chose qu'on tend à avoir aussi, cette donnée accessible et mise à jour en temps réel. Donc c'est assez intéressant de voir, c'est plutôt bien fait leur site web et il y a pas mal de choses qui sont communiquées. Et puis après, ils ont du coup fait toute une carto que vous pouvez réutiliser pour effectivement voir quel crime a eu lieu à tel endroit, etc., etc., les différents types d'appels ou types de crimes qui ont pu être faits dans la ville de Dallas. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que finalement, on a Noan qui nous a communiqué, qui a vu le talk, qui est revenu d'ailleurs le voir, je crois que je l'ai vu, que Paris avait déjà, en 1889, un registre avec tous les types de crimes qui existaient à l'époque. Donc c'était pas le même outil, mais Oui. et pas les mêmes crimes non plus, d'ailleurs. C'est ce qui s'appelle l'annuaire statistique de la ville de Paris, qui est disponible en libre accès sur des plateformes comme celle de la BNF. Ils ont réussi à numériser l'ensemble de ces registres. Alors ça ne concerne pas que les crimes, hein, ça concerne toute l'activité de la ville, l'éducation, les problèmes de voirie ou ce genre de choses. Mais on voit que effectivement c'est bien détaillé. Mois par mois, on a le nombre d'incidents, le type d'incident. On voit qu'il y a énormément de rébellions, visiblement à l'époque, en 1889. Donc on peut recouper aussi avec des infos historiques. Et alors ce qui est rigolo à noter, c'est que la personne qui dirige ces analyses statistiques s'appelle Jacques Bertillon. Hop. On revient au début de la présentation. C'est le frère d'Alphonse Bertillon. C'est une famille de statisticiens. Le Louis Bertillon était un statisticien renommé. Et donc, du coup, voilà, ils ont fait de leur famille quasiment un cheval de bataille de faire de la statistique dans les villes ou dans la police. La VSA, on vous l'a mis. C'est vrai qu'avec les JO, on en a beaucoup parlé. Donc, la vidéosurveillance algorithmique. Il y a une société française à Metz, 2i, je pense qu'on prononce comme ça, qui est spécialisée là-dessus. On a aussi Anyvision, Briefcam, enfin il y en a vraiment beaucoup. Et pour vous mettre l'exemple, alors quand je l'ai expliqué la dernière fois, c'était pas clair. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rajouter une couche d'algo, on va dire, sur la vidéo. Et là, typiquement, ce que fait Briefcam, c'est qu'ils vont sur une échelle de temps, par exemple d'une demi-heure ou de 3 quarts d'heure, repositionner toutes les voitures qui sont passées sur ce laps de temps. Donc sur une seule image, vous avez finalement tous les véhicules le condensé d'une demi-heure de voitures passées. Ce qui veut dire que là, si vous voyez la voiture orange à côté de la voiture rouge, c'est l'algorithme qui les a repositionnées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont passées au même moment. Et donc du coup, à côté de chaque voiture, vous avez une petite métadata qui vous dit l'heure à laquelle elle est vraiment passée. Et l'avantage, c'est de pouvoir facilement regarder des plages de temps très longues pour pouvoir repérer le véhicule qu'on cherche. Alors le véhicule ou la personne. C'est vrai que aujourd'hui, je crois que ça a été prolongé sur ce dispositif. Il y a certaines villes qui sont aussi qui ont beaucoup de caméras de surveillance. Il y a certaines villes aussi qui voulaient le mettre notamment sur des entrées de lycée ou autres. Donc ça n'a pas été validé par l'administration. Mais je trouvais aussi intéressant, Amnesty International a fait tout un article et toute une communication par rapport à ça et les dangers finalement de la vidéosurveillance développée de partout. Voilà, à travers la conf, je pense qu'on a bien montré aussi toutes les données qui peuvent exister aujourd'hui dans le cadre légal. Donc tant que ça reste sur un cadre légal, ça va. Mais effectivement, tout dépend de qui va aller regarder ça et du cadre qu'il y a derrière.
il faut savoir que le cadre légal évolue, donc d'où la nécessité d'avoir des organisations comme la Quadrature ou Amnesty International qui surveillent ça et qui évitent des dérives et donc qui proposent des amendements pour dire ok, peut-être qu'il y a une bonne raison d'aller faire du traitement automatisé d'images, mais que dans telles conditions, sur tel type de profil, avec tel garde-fou. On parlait de la géologue tout à l'heure, c'est vrai que nous, on est de la génération du siècle d'avant, c'est ça? C'est ça. Bon, on a lu Big Brother, enfin on a vu plein de films où voilà, tout le monde est traqué, tout le monde est tracé, c'est clair qu'on ne veut pas de ça. Ceux qui ont des ados ou des plus jeunes, au contraire, ils trouvent ça cool d'être géolocalisé, géolocalisable, on peut voir où sont les copains, etc. etc. Donc c'est aussi, je pense, à nous de sensibiliser par rapport à ça. Aujourd'hui, les lois sont faites par des gens qui ont notre âge, voire un peu plus. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens-là, qu'il y aura toujours ce cadre aussi pour ça. Oui, tout à fait. Alors malgré tout ce qu'on vous a dit, malgré tous ces nouveaux outils à la disposition de la police, il y a encore pas mal de crimes qui restent impunis. À votre avis, combien de crimes aujourd'hui restent impunis? Est-ce que c'est supérieur à 50% ou inférieur? Supérieur à 50%, ouais. Est-ce qu'on est supérieur à 25%? Non, bah du coup, il ne sait pas non plus. Je ne sais plus compter, voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est 20% des crimes qui aujourd'hui sont impunis, ce qui représente quand même une certaine quantité. On a plus de 900 000 crimes en France qui restent aujourd'hui impunis sur les dernières années. Et donc, pardon, hop. Ouais, bah, tout à fait. Donc effectivement, un crime sur 5 encore impuni. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un pôle cold case qui s'est ouvert en France il y a 2 ans pour justement relancer certaines enquêtes, repartir sur des nouvelles pistes, parce que évidemment toutes les nouvelles technologies permettent de faire des avancées, clairement. Et donc là, on vous a cité l'association Havan qui répertorie l'ensemble des cold cases qui sont toujours en cours. Alors, il y a différentes typologies. Le M, c'est pour mineurs. Le D, c'est disparition. La petite balance, c'est qu'il y a un jugement qui est en cours. Et puis le C, c'est les crimes et délits. Voilà. Donc il y en a un peu partout en France qui sont consultables et dont vous pouvez avoir les détails des affaires en cours. On finit par cette date, 16 octobre 1984. C'est ça. Ça fait 40 ans. 40 ans. Enfin, hier, ça fait 40 ans. Elle est notable. Est-ce que vous savez ce que représente cette date? Oui, tout à fait. C'est l'affaire du petit Grégory qui a été retrouvé, mort, ligoté dans la Vologne. C'est ça. Le 16 octobre 1984. Effectivement, il y a 40 ans, bon, je pense que tout le monde est au courant de cette affaire. C'est assez passionnant de voir aussi tout ce qui s'est passé. Il y a eu un premier juge qui a justement fait beaucoup de choses à l'envers, en tout cas de ce qu'on a pu entendre, que ce soit des données, des traces qui n'ont pas été relevées, il y avait moins d'encadrement aussi, donc les journalistes qui ont foulé les scènes de crime, il y a eu énormément de choses qui ont été mal faites, et c'est une affaire qui est toujours en cours, il y a toujours des rebondissements. En 2017, c'est ce qu'on a mis là, il y a Anacrim justement qui a permis de relever des nouvelles révélations. C'est pour ça qu'il y a eu notamment Muriel Boll qui était la belle-sœur, je crois, de Laroche qui a été accusée. Donc c'est une affaire qui est toujours en cours et on espère que les nouvelles techniques vont permettre un jour de connaître la vérité. Tout à fait. En 2024, ils ont lancé de nouvelles expertises sur demande de la famille, notamment sur des profils de voix, enfin les fréquences vocales. On a des améliorations qui ont été faites technologiquement depuis. On est capable, justement, on a pu, parmi les 2 corbeaux vocaux qui avaient existé, on a pu déterminer qu'il y avait une femme, là où on croyait que pendant plusieurs années, c'était un homme qui parlait. Donc il y avait une femme et un homme dans deux enregistrements. Pardon. Et du coup, aujourd'hui, ils veulent relancer un peu ces analyses-là. Il n'y a pas que la technologie qui évolue, il y a aussi des liens qui se font plus facilement, des gens qui finissent par parler au final. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils considèrent, malgré tout l'argent qui a été investi, il faut savoir qu'en 2017, c'est 400 000 € qui a été réinvesti pour faire des nouvelles analyses qui n'ont finalement rien donné.
Il y a encore eu un vice de procédure à ce moment-là. Et donc, malgré ça, les juges considèrent que la recherche de la vérité est plus importante finalement que le coût. Et on espère bien qu'à l'avenir, on puisse avoir, comme on l'a vu avec les nouvelles techniques ADN environnementales, etc., peut-être des pièces à conviction qu'on ne pouvait pas analyser avant ou des liens qu'on ne pouvait pas faire avant qui pourront être faits. En tout cas, les parents se battent toujours pour connaître la vérité. Quelques sources. C'est ça. Rapidement, là, on est en train de dépasser, donc on va juste vous les montrer. À Quadrature du Net, on en a parlé. Le site Forensic, si vous voulez faire un peu de regarder ce que font des professionnels dans le médico-légal. Et puis voilà, deux ouvrages qui peuvent être intéressants. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci beaucoup.